Européens, compatriotes, camarades. Un nouveau front de combat et une nouvelle guerre se dressent contre les peuples d'Europe imposés par le naufrage de l'Union européenne. Les institutions de l'Union ont cessé d'incarner l'intérêt général visant à mettre fin aux équilibres de compétition entre les États du continent. Sur la scène internationale, l'Union s'est asservie à une Amérique, à une alliance atlantique et à une eurocratie aux intérêts propres et incapable d'incarner un idéal ou une vision du monde. Au cœur du continent et à sa périphérie, en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient, au Golfe, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, fait rage une déstabilisation des sociétés et une guerre multiforme. Cette union n'a pas apporté un remède aux excès des caractères nationaux ni aux égoïsmes et querelles de leurs classes dirigeantes. En revanche, leurs mésententes se sont aggravées et le fossé économique et social entre les classes laborieuses des 27 pays membres s'est approfondi. De fait, l'Union européenne est divisée par une frontière invisible qui sépare la zone nord de la zone sud et les pays de l'Est des pays de l'Ouest. Dans ces conditions, et face à ces épreuves, le soutien des Européens a disparu. Ils se dressent désormais contre la trahison de la promesse initiale de prospérité et de paix inscrite dans les principes constitutifs de l'Union et garantie par la Charte de l'Atlantique Nord. Contre ce mensonge historique et contre cet asservissement politique, un tournant décisif s'impose. Européens, compatriotes, camarades, le temps est venu d'une renaissance intérieure et d'une autre conception de l'Europe. Une mutation des esprits et des volontés est nécessaire et urgente pour relever notre continent. En effet, le système planétaire est entré dans une ère de mutation permanente et profonde, dans un nouveau cycle de conflits et dans une guerre ouverte portée par l'État islamique du Levant contre l'Occident. Les grandes révolutions spirituelles ne s'établissent pas à coup de décrets ou de règlements, car jamais dans l'histoire de l'humanité un changement de cap dans la civilisation a pu se faire sans une revendication d'identité, sans un élan de la foi, sans un appel à la force, sans se poser des grandes questions. Qui sommes-nous? Que faire ensemble? Pour quelle vision du monde nous nous engageons dans l'histoire de l'avenir? Or, sans une remise en cause radicale et sans un éveil des consciences, rien n'est possible dans la vie des peuples, rien ne se passe dans la vie publique. La bataille pour la reconquête des esprits a commencé. Le but de guerre qui est devant nous est celui de la bataille qui engage désormais chaque Européen est constitué par le réarmement moral face à un état général de désertion. Les questions existentielles demeurent lapidaires. Quel type d'Europe voulons-nous? Quel sens a-t-elle cette interrogation pour un engagement combattant? Un immense vide et une immense imposture se sont installés dans nos systèmes de pensée faussement universalistes et aux murailles intellectuelles fermées.
c'est une vassalisation des consciences et un vide d'autorité qui est pourtant nécessaire à l'indépendance des États. C'est un déséquilibre entre devoir et obéissance, notion pourtant vitale pour garantir les libertés individuelles. Sur le plan ordinaire et contre tout asservissement social, l'économie doit être régulée et la finance mise au service de l'économie. Contre tout asservissement politique, l'Europe doit revendiquer son indépendance vis-à-vis de l'Amérique. Par ailleurs, l'idée selon laquelle l'unité de l'Europe est aux mains de structures de pouvoir indépendantes, ou l'autre idée selon laquelle la sécurité du continent est assurée par des alliances militaires dirigées par des puissances extérieures, ces idées sont fausses et trompeuses. Il s'agit de contre-vérités évidentes. Toute campagne de manipulation selon laquelle nous serions menacés par un grand peuple de l'Est, la Russie, qui a comme nous un intérêt majeur pour la paix, est fondée sur une propagande dangereuse. Cette campagne, dissimulant un élargissement de la démocratie, est une menace larvée pour la survie de l'Europe, car elle justifie des ingérences extérieures dans les affaires intérieures d'autres États. Elle s'étend au contrôle sur les communications personnelles des chefs d'État et de gouvernement et à l'espionnage à grande échelle vis-à-vis de chaque citoyen. Ce système surveille et entrave toute volonté de changement. Cependant, les défis et les menaces les plus sombres viennent de l'islamisme, de l'invasion migratoire et du déclin démographique. Au sein de l'Union, le mécontentement monte et une vague de révolte gronde, sourde et puissante. Depuis 30 ans, les peuples européens ont perdu leur mémoire et leur mythe et ont été détournés par l'illusion d'une union soutenue par le maillage de la grande finance multinationale. Ce réseau est une métastase, car il étouffe toute avancée politique vers une autre société, vers un autre mode de vie, vers un monde plus stable et plus sûr. Derrière les freins de la pure conservation et du statu quo sans projet, dressé contre la marche de l'histoire, se cache un bloc de pays et de privilèges qui rappellent ceux de l'Ancien Régime et du despotisme historique. Le rêve fédéraliste de créer un nouvel État qui remplacerait les anciens a délégitimé les nations. Il a encouragé les tendances séparatistes internes en brisant l'unité nationale. Il a fragmenté encore davantage le paysage européen. Ainsi, face aux géants du monde, nous offrons le visage d'un continent divisé et impuissant, sans un leadership, sans renouvellement démographique et sans une natalité suffisante et naturelle. Par ailleurs, au sujet des migrations, nous tolérons et encourageons, par complicité et par faiblesse, un transfert massif des populations qui transforme la nature de notre civilisation et fait apparaître la figure de l'ennemi comme incarnation antagoniste de la différence éthique, ethnique et religieuse. Cet ennemi qui vit à l'extérieur, mais aussi dans les entrailles des nations, affaiblit celle-ci par une guerre de religion qui mine le moral du peuple et les politiques nationales. Ainsi,
sous un déni des réalités, la masse étendue des citoyens attend le signal de l'éveil en vue d'une délivrance de ces contraintes. La campagne de retournement des Européens vis-à-vis de l'Union européenne est à ses débuts et une vague de ressentiment et de révolte se lève, porteuse de grands conflits intérieurs. Il ne sert à rien de tourner la page d'une histoire impuissante si la liberté de créer, d'agir et de penser ne revient pas aux sources du projet européen, à son point de départ, bref, au cœur de ces peuples, de leurs besoins et de leurs rêves séculaires. Parmi ces besoins, le premier, le plus important, est celui de l'indépendance du continent de toute influence extérieure. Européens, compatriotes, camarades, une autre conception de l'Europe se dresse devant nous dans cette crise des fondements. Mais cette conception n'a de sens que si elle préserve notre but, la transformation de l'Europe en une confédération des nations et parallèlement en une intégration progressive des élites et des peuples. Cette conception de l'Europe s'incarne dans l'Europe des nations, seul sujet de l'histoire où les plus éclairés d'entre elles nous indiqueront le chemin de demain, la voie des solutions futures et les objectifs de paix qui jalonnent les peines et les grandeurs de la vie du monde. Cette conception nouvelle et pourtant ancienne s'incarne dans une Europe des patries et des patriotes, l'avant-garde de demain. Quoi qu'il arrive, la flamme de l'Europe ne s'éteindra pas. Elle ne doit pas s'éteindre. Le combat spirituel ne cessera pas, car ce sont les forces de l'esprit qui prendront la relève des errements de nos classes dirigeantes égarées et dévoyées par leur défaite. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de retour en arrière, même déguisé. La flamme de l'Europe ne s'éteindra pas. Européens, compatriotes, camarades, rejoignez-nous dans notre combat, car nous combattrons pour une autre image de l'avenir commun. En avant, camarades, il n'y a d'invincible que le courage, il n'y a d'élevé que l'honneur. Vive les peuples européens, vive l'Europe des patriotes.
Européens, compatriotes, camarades, la reconquête de nos pays est un impératif absolu et existentiel. En effet, l'invasion du continent par des populations hostiles et non intégrables a imposé une occupation ravageuse de nos villes et de nos terres. La faute de ce crime impensable appartient à l'Union européenne, à une coalition de traîtres des pays membres et plus qu'à tout autre, à la chancelière allemande Madame Merkel qui a ouvert les portes du continent à des masses sans espoir, sans crainte et sans loi. Il s'agit d'un crime collectif, partagé par les progressistes, les néolibéraux et les mondialistes. Ce délit a fissuré profondément l'Union, mis en péril la vie des citoyens et contribué à la sortie de la Grande-Bretagne de la logique suicidaire du continent. Le déni de cette responsabilité constitue le trait commun et coupable des classes dirigeantes européennes et met en crise le système politique qu'elles voudraient sauvegarder, la démocratie, entraînant simultanément la chute de l'Occident. L'adoption d'une pareille politique condamne l'Europe à l'effacement de la vie du monde et les générations futures à la soumission ou à la guerre civile qui germe par ailleurs au cœur du continent. Contre ce cheval de Troie, il faut se lever et combattre. En effet, la mort qui avait dévoré des anciennes nations aux conquêtes incomparables est là pour nous engloutir au bord de l'abîme. En histoire, la valeur suprême est la survie des nations, qui ont oublié, comme la nôtre, la loi tragique de la lutte pour la vie, le struggle for life. Or, notre civilisation vit un danger permanent. Au coin de chaque carrefour, l'ennemi imprévisible peut choisir le moment de frapper et la méthode pour mettre en œuvre son crime. Ainsi, un grand choc de civilisation est inévitable, qui sera aussi un choc de continent. Par ailleurs, l'offensive de l'ennemi étranger à notre civilisation est globale et sa philosophie et sa doctrine viennent de loin. Européens, compatriotes, camarades, depuis 1928, un prédicateur de l'islam radical, l'Égyptien Hassan al-Banna, et plus tard, l'idéologue et penseur religieux Saïd Qutb, en 1954, ont prêché l'existence d'un monde supérieur distinct de l'ordre existant et ont proclamé leur volonté de détruire tout ordre humain et en particulier l'ordre maudit façonné par l'Occident au Proche et Moyen-Orient. Pas d'équivoque sur les objectifs, pas de limite sur les moyens. L'aboutissement final de cette destruction demeure le monde entier qui sera rebâti sous la forme d'un empire d'inspiration divine, le califat, incompatible avec tout ordre contemporain, européen et mondial. Al-Banna avait déjà proclamé à ses fidèles « L'Occident est désormais en faillite et en déclin, et la nation islamique et l'unité arabe soutiendront l'unité de l'islam. Ils combattront contre l'Occident jusqu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit à Dieu seul et sans partage. » La limpidité de ce propos est éloquente. Pour Saïd Qutb, l'islam offre la vraie liberté à l'égard des gouvernements du monde et de toutes les doctrines inventées par l'homme.
la mission moderne de l'islam est de ce fait de réinventer l'ordre temporel selon la lettre du Coran, alliant l'autocratie et le djihad, la pureté et le bouleversement du monde, l'espoir et la peur de Dieu. Il en découle que les répercussions de cette doctrine ont été le radicalisme islamique en Occident et ailleurs, autrement dit, le djihad global. L'infiltration de djihadistes parmi les vagues de migrants a multiplié les attentats à Barcelone, à Londres, à Paris et a suscité une réflexion sur l'investissement de la foi en politique. On peut conclure par le rappel que tout changement et toute révolte se rassemblent sur un point, le rôle central des croyances. En effet, les mutations décisives de l'histoire de l'humanité ont été caractérisées par une intensification de la foi et ont comporté une mobilisation de la spiritualité sous toutes ses formes. Dans les sociétés d'armistice, que sont les sociétés occidentales modernes, marquées par la sécularisation progressive de toutes les activités humaines, le débat a porté essentiellement sur la croissance économique et sur la satisfaction des besoins. Cependant, ce débat est apparu comme secondaire et déphasé, car la nature des préoccupations citoyennes a été fondée sur des principes trompeurs, matérialistes, utopiques et non transcendants. Par réaction, les voies d'accès à la réalité politique sont devenues le traditionnalisme, le conservatisme ou néoconservatisme et la recherche de sens. Ainsi, la volonté diffuse d'enracinement et de réenchantement du monde est née la révolution des patriotes. Il s'agit d'un bouleversement radical dans la quête identitaire des populations européennes, car cette révolution se veut non seulement un retour à l'âme traditionnelle des nations, mais un combat contre l'ennemi éthique, ethnique et religieux pour un remodelage du monde à l'image d'une Europe renaissante, l'Europe des nations. Face à l'invasion musulmane, c'est une reconquête de nos paysages, de nos rivages, de nos villes et de nos libertés qui est en cause. Cette reconquête, par sa force symbolique, éveille la défaite des musulmans d'Espagne et la Nakba, ou la catastrophe des Arabes de Palestine. Européens, compatriotes, camarades, la phase d'évolution de notre civilisation, où la politique a été exaltée à un tel niveau d'espoir et de dévouement depuis les Lumières historiques, que l'homme moderne attendit le bonheur de la politique, cette phase est révolue. Nous sommes entrés dans une ère de conflit entre la raison et la foi, où la fortune des peuples et des nations inverse à nouveau le rôle antérieur des dominants et des dominés et redistribue les cartes du grand jeu. Or, l'histoire, nous dit Ortega y Gasset, est une perpétuelle succession de deux classes d'âge. L'âge de l'âme traditionnelle, pendant laquelle s'organisent les nations et se forment les aristocraties et les élites, et l'âge de la désagrégation des sociétés et de triomphe de l'individualisme, pendant laquelle la réalité doit correspondre à une idée ou un projet intellectuel totalement abstrait et utopique. Ainsi, l'épuisement du cycle de la raison, marqué par les avatars de l'Union, pousse les nouvelles élites des patriotes
au ressourcement idéal vers l'origine et les gestes des nations, vers les romans nationaux. C'est pourquoi la révolution des patriotes conduira à la reconquiste de notre civilisation, d'abord spirituelle et simultanément ethnique et géographique. Dès lors, et par voie de conséquence, un combat mortel s'engage contre l'islamisme, le djihadisme et les fous de Dieu, ainsi que leurs protecteurs, où qu'ils soient. Ce combat sera long, sans pitié et sans quartier, pour la vie ou pour la mort. Européens, compatriotes, camarades, l'effondrement de notre continent et l'impuissance de nos institutions sont un malheur visible et une blessure saignante et ouverte. L'heure du rachat est venue. Levez-vous, camarades. L'Europe des nations vous appelle. Vive l'Europe des patries, vive l'Europe des patriotes.
Européens, compatriotes, camarades. À la fin du deuxième conflit mondial et après 2 guerres totales, l'Europe était à genoux. 2 grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, occupaient son sol et y imposaient leurs systèmes politiques et sociaux. Ces 2 super grands se faisaient face militairement des 2 côtés du rideau de fer qui s'effondra en 1989, suivi en 1991 de l'implosion de l'Union soviétique et du retour des pays de l'Est au sein de la famille occidentale. Les principes westphaliens sur lesquels s'étaient appuyés traditionnellement les États-nations européens, la souveraineté, la non-ingérence et neutralité idéologique, ainsi que l'équilibre des forces, en furent affaiblis. La bipolarité bouleversa radicalement les relations diplomatiques antérieures, car la rivalité entre les 2 blocs transforma les conceptions européennes de l'ordre westphalien en principe systémique de l'influence mondiale des 2 grands. L'Europe, divisée en 2 zones d'allégeance impériale, perdit la maîtrise de sa politique et son statut de puissance planétaire. La grande politique se faisait désormais ailleurs. La création de l'Union européenne consacra cette subordination et l'aggrava, car les débats ne portèrent plus sur l'essentiel, la paix ou la guerre, ou encore, comme le remarqua Henry Kissinger, sur les équilibres de stabilité, mais sur les aspects mineurs et subordonnés de la vie historique qui devinrent techniques, fonctionnels et dépolitisés. Chers compatriotes, l'ère de la pensée servile était née et avec elle la bataille idéologique pour la liberté de l'esprit. Elle se prolongea bien au-delà de la chute du mur de Berlin par l'asservissement intellectuel et médiatique de pans entiers de la culture européenne. Par ailleurs, le concept clé de souveraineté, singulier par définition, se transforma en son contraire, celui de la souveraineté partagée, obtenue par la logique du compromis à minima au sein du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Simultanément fut élevée à l'honneur de réflexions philosophiques une fiction trompeuse, celle de l'égalité des individus et des peuples, expression moderne de la pensée faible et de son corrélat politique, la notion de démocratie présentée comme la forme universelle du bon gouvernement des hommes, cependant qu'elle n'est que l'un des 3 régimes possibles décrits par Aristote. Naturellement, ces 2 transformations de la géopolitique et de la théorie furent adoptées par l'Union européenne comme piliers de son action interne et internationale. À la fin de la bipolarité, chers compatriotes, la réunification allemande modifia profondément l'équilibre européen et fit de l'Allemagne le pays le plus puissant du continent, doué d'une économie solide et d'une démocratie désarmée. Son leadership s'exerce aujourd'hui par le biais de l'Union européenne et la chancelière qui réunit les 2 fonctions de chef de l'exécutif allemand et d'inspiratrice de la gouvernance communautaire, est incapable d'assumer un rôle international au nom de l'Europe. La démonstration la plus grave de cette confusion de morale et de politique de la part de Mme Merkel
a été l'ouverture du continent à des vagues de migrants et de barbaresques qui a été le coup d'envoi de la dissolution de la famille européenne et de sa fragile intégration à l'image de l'empire de Charles Quint. Mes chers compatriotes, avec le Brexit, s'est ouverte la plus grave et la plus profonde crise de légitimité des institutions européennes et du processus d'intégration réalisé. Du point de vue des équilibres de puissance, a disparu la possibilité pour la France de contrebalancer l'Allemagne par un jeu de dissymétrie dynamique, car le Royaume-Uni a su maintenir l'essentiel de sa souveraineté et donc sa capacité de conception et d'action autonome, autrement dit, sa défense, ses frontières et sa monnaie. Pendant sa longue existence historique, l'Angleterre s'est battue grâce aux attributs les plus importants de sa souveraineté, son orgueil et sa fierté. Et ce furent ces deux attributs qui lui permirent de gagner la Deuxième Guerre mondiale face à une Europe occupée et asservie. La qualité de son personnel politique et de sa diplomatie poussent aujourd'hui sa politique étrangère vers les pays de Commonwealth, et donc vers les 5 continents, la même où avait flotté jadis le drapeau britannique. C'est pour nous, chers camarades, un exemple à suivre et à ne pas vitupérer. Or, le déplacement du centre de gravité du monde vers l'Asie, continent aux souverainetés multiples, et le regard des pays de l'Est européen vers la Grande-Bretagne, un modèle de leur propre liberté politique et de leur propre indépendance souveraine, pèse sur les négociations de divorce sous forme d'une acrimonie sournoise de la part de l'Union. Le but en est de signifier aux dissidents internes à l'Union, essentiellement la Pologne et la Hongrie, le prix à payer pour réacquérir l'indépendance et la liberté d'action temporairement perdue. Chers compatriotes, cette attitude est délétère. Elle est indigne de notre confiance dans l'avenir et du respect que nous devons porter à nous-mêmes. L'Union européenne, qui s'est révélée incapable de conserver sa cohésion à cause de sa constitution hybride, de son inspiration cosmopolite et de sa structure bureaucratique, prend conscience aujourd'hui de l'impossibilité de créer les conditions d'une unité politique et d'un leadership responsable. De surcroît, elle est dans l'obligation de choisir entre un partenariat transatlantique et un rôle international d'acteur incomplet, dépourvu des attributs de la souveraineté, autrement dit, de la plénitude des pouvoirs nécessaires à protéger ses citoyens et agir dans un monde tumultueux. Au sein d'un système impitoyable, tous les acteurs majeurs de la scène mondiale disposent d'une structure de pouvoir qui leur assure une place dans la hiérarchie de puissance, supportée naturellement par la logique de la force, par l'équité et l'efficacité de leur action et par la légitimité de leur assise interne. Faut-il le rappeler que le but de la réforme de l'Union est de reprendre son rôle de puissance d'équilibre dans l'espace eurasien et d'interdire la constitution d'alliances défavorables à ses intérêts vitaux, puisque l'orientation multipolaire du monde inscrit l'Europe dans une tendance constante
à la compétition ou à la confrontation belliqueuse. L'absence d'une condition unitaire de la souveraineté est la cause principale de la désintégration de l'Union et le motif psychologique du retour des Européens au pouvoir protecteur et identitaire des États-nations. Patriotes et chers camarades, l'affirmation d'un ordre géopolitique pluraliste n'a guère motivé les oligarchies européennes à concevoir une politique étrangère de l'Union digne de ce nom. Celles-ci n'ont pas été capables d'agir sur la base d'un intérêt stratégique commun ou encore moins de mener une politique active nécessairement réaliste pour traduire le projet idéaliste d'ordre international en anticipation ou en fait accompli. Par ailleurs, aucun État n'a voulu ni a pu adopter le rôle de fédérateur de l'ensemble européen, comme ce fut le cas de la Prusse pour l'Allemagne ou du Piémont pour l'Italie. Ceci a conduit les Européens à des débats stériles sur des formules du style intergouvernementalisme ou communautarisme. Ainsi, en termes de perspective ou de rétrospective, l'Union a été constamment renvoyée à ces questions constitutives initiales, celle de savoir quelle part d'unité et quelle part de diversité institutionnelle pouvait lui permettre d'agir et de jouer un rôle sur la scène mondiale. Elle est restée empreinte en permanence de rivalités, de tensions et de crises internes jugées paradoxalement comme des facteurs de résolution des problèmes et d'avancées institutionnelles. Or, dans la situation de refondation et de recherche d'une nouvelle légitimité, l'avenir de l'Union n'a de choix, chers camarades, qu'entre trois options. Rechercher son unité d'action à l'intérieur de l'OTAN. Opter pour une réforme institutionnelle de type confédéral ou donner la priorité aux problèmes internes. La première option comporte une soumission permanente à l'hégémonie américaine, et cela sous forme de partnership transatlantique. La deuxième option doit permettre à l'Union d'assumer un rôle indépendant et de définir en toute autonomie de nouveaux équilibres internationaux. Cela pourrait signifier de se définir par rapport à des groupements d'États ou à des puissances extra-européennes, lui assurant une plus grande liberté dans la sauvegarde de sa survie et de l'avenir de l'ensemble européen. La troisième option, consistant à donner la priorité aux problèmes internes, devrait assurer aux pays membres la préservation de leur cohésion ethnique, culturelle et religieuse par la maîtrise d'une guerre civile latente entre projets de société et de culture opposées. Compte tenu de l'enjeu, de ce grand enjeu, l'Union devrait s'appuyer dans ce cas sur des nouvelles alliances. Ainsi, en situation de blocage institutionnel et en l'absence d'idées, l'Union se trouve encore, après 60 ans, à la croisée des chemins. Dans l'immédiat, le problème européen est virevolté entre un passé qu'elle cherche à surmonter et un sursaut collectif imposé par un renouveau de sa conscience historique. Or, Européens, compatriotes, camarades, ce renouveau ne peut venir que d'un bouleversement de la société et d'une confrontation radicale, mais aussi sanglante, entre pratiques de vie et de civilisation antagonistes
qui la travaillent en profondeur. À l'heure de cet accouchement douloureux, votre réveil, chers camarades, est décisif, car notre passé et notre avenir sont en cause. Debout, debout, camarades, le monde va changer de base. Debout, patriotes européens, sur notre avenir brilleront toujours le soleil et l'espoir pour le bien de notre continent et pour le bien du genre humain. Vive la renaissance de l'Europe, vive l'Europe des patries.
Pourquoi, chers compatriotes, un discours sur l'État et sur l'Europe? Pourquoi sommes-nous si profondément attachés par des idéalités et en même temps par l'ambiguïté de la politique, alors même que nous doutons du projet de l'Union d'aujourd'hui? Pourquoi une froide malédiction pèse sur la politique communautaire, présentée comme un modèle de bonne gouvernance, malgré son rejet amer dans plusieurs pays membres? Pourquoi détestons-nous une union au mandarinat rhétorique, fondée sur la pure administration, soutenue depuis ses origines par les desseins de l'Amérique, sans des pouvoirs propres et conformes aux intérêts du monde anglo-saxon? L'Union, ce foyer de valeurs irréfléchies et de scepticisme variable, garde-t-elle encore un attrait, un atout et une capacité de gérer son avenir? Il est raisonnable d'en douter. En effet, depuis 2 générations, chers camarades, nous vivons soumis au pathos de la nouveauté, puis de l'émergence, puis des crises à répétition, asservis au vertige de l'égalité, enchaînés à la paralysie de la volonté d'agir et obscurcis par un nuage de questions existentielles. L'Europe survivra-t-elle aux défis du système international du XXIe siècle, le duel des États-Unis et de la Chine? Après avoir prétendu jadis au privilège du sens de l'histoire, avec Athènes, Rome, Byzance, et après avoir consenti à l'empire et à la monarchie universelle de l'univers chrétien, brisés par les invasions arabes, nous sommes devenus simultanément vassaux d'hégémones et combattants du choc de civilisation en cours, des sujets sans chef, sans État et sans direction. Or, le combat européen d'aujourd'hui, à la fois interne et international, est devenu en même temps multilatéral et transnational, car il concerne d'une part la société politique et le pouvoir d'État, et de l'autre la société civile et le pouvoir des idées, confondus avec l'invasion musulmane et la question religieuse et migratoire. En regardant de près à ces défis, chers camarades, il saute aux yeux avec une évidence impressionnante que l'histoire récente de l'Europe et celle de l'Union coïncident sur un point: la dévalorisation de la souveraineté, du pouvoir d'État et de la puissance politique, et l'émergence inconditionnelle de la société civile, de la fragmentation sociale et de l'impuissance internationale. Qu'en est-il de son rôle et de son destin? Au sein de l'Union, la société civile a représenté, depuis le milieu du XVIe siècle, le modèle d'action combinée de la tradition antique et de la réforme protestante. Elle avait une caractéristique: être organisée par les citoyens selon une certaine idée de la justice et de la démocratie, et disposer d'un principe d'organisation correspondant à ce que nous pourrions appeler aujourd'hui l'état de droit. Or, chers camarades, la raison pour laquelle la société civile, qui s'est entre-temps mondialisée et qui a contribué à l'affaiblissement de l'État et du pouvoir politique, a été la confiscation de la légitimité par les corps intermédiaires de la société. Les syndicats, les magistratures improvisées, les prédateurs des consciences et les faux réformateurs, les serments arrachés pour des finalités douteuses, les autodéterminations rebelles
et les référendums disputés, les affaires humanitaires et identitaires devenues théologiques et autres mobilisations et revendications à prétention universelle. La putain babylonienne de l'Union, selon l'expression haineuse de Martin Luther à l'adresse de Rome, a ainsi affaibli et délégitimé le pouvoir des États et a fait monter les tensions et la grogne des peuples. Après la réunification allemande, les vieilles rigidités du socialisme et du luthéranisme, associées à la manipulation médiatique du monde anglo-saxon, ont épousé le modèle bureaucratique du pouvoir communautaire. Dans ce contexte de revendication généralisée, la France, pays du doute méthodique et de la raison déclinante, a vu disparaître petit à petit ces mirages historiques. L'affaiblissement du rôle de l'État et une forte nostalgie du passé, panaché d'américanisme de façade et d'un rajeunissement de son personnel politique représenté par Macron, n'ont pas suffi à guérir la grande nation. Celle-ci poursuit son illusion d'une gouvernance tardive de l'Union européenne à partir du dernier mirage, celui du couple franco-allemand. Face à ces orientations, le particularisme britannique garde son refus de la supranationalité de Bruxelles, dominée par l'ordolibéralisme allemand. En définitive, le triomphe des idéaux démocratiques, rêvé par les pères fondateurs et brisé par l'échec des oligarchies communautaires, se dissout devant l'évolution du système international et face à la revanche des colonisés et des damnés de la terre qui montent par vagues successives vers le nord du continent avec la force impérieuse de la loi du vagin et la violence du Coran. Ne doutez pas, camarades, après les 3 tentatives d'unification de l'Europe, la 4e, post-intégrationniste, sera politique et gaullienne. Elle se fondera sur la contre-réforme des nations. À quelle conception cette Europe de demain devra-t-elle son ascendant et son passé? À l'Église, à la Renaissance ou à l'Empire? Après l'éthique de la chrétienté et l'éthique héroïque des temps modernes, celle des États qui gouvernent, pourra-t-elle encore chercher son refuge hors du temps et hors de l'histoire, comme l'Union d'aujourd'hui? La réponse est évidente. Elle aura besoin de vous, camarades, pour imposer son destin. Elle aura besoin d'un corps franc de patriotes et de légionnaires, les derniers samouraïs d'Europe, pour pouvoir assurer sa survie. Vive notre corps de combat, vive l'Europe de demain.
légionnaires, compatriotes, camarades. À l'avènement d'un nouvel âge de conflit, nous vivons une rupture des visions du monde. Une haine inassouvie contre l'Europe brûle dans le cœur des djihadistes et l'islam est la source inévitable et inépuisable de leur combat contre notre civilisation et contre l'Occident. La distinction entre islam et islamiste est une ruse à démasquer, une taquille, l'art classique de la dissimulation et de la guerre. Légionnaires, jeunes patriotes, camarades, pas de tromperie, pas d'illusion. Combattre, c'est donner votre vie à l'idéal, honorer votre fidélité à une loi supérieure. Il ne peut y avoir de conciliation entre les contradictions au sein du peuple, comme l'avait dit déjà Mao Zedong, le grand timonier. Elles doivent être résolues par la force, car elles appartiennent à la loi capitale de l'histoire, celle du conflit et du duel à mort. Il y a désormais sur le continent deux peuples et deux civilisations, incompatibles et hostiles, les croyants et les incroyants, les fils du Vieux et du Nouveau Testament et les enfants du Coran. Entre les deux, pas d'espace pour s'entendre. La différence éthique est devenue ethnique et anthropologique. En amont, elle appartient à l'archétype imaginaire de la société, en aval, à la logique de l'affrontement et au tumulte de l'âme, en perspective, à la divergence des destins et des avenirs. Légionnaires, camarades et samouraïs d'Europe, à l'heure de la déraison et de la guerre, vous êtes l'âme du passé et l'identité du peuple, le souffle de la promesse de demain. Or, tout est réversible en histoire et rien n'est fatal. Notre combat n'est pas un affrontement entre États ou entre deux armées, mais une affaire de destin, de culture et de mission. Comme les samouraïs du vieux Japon millénaire aux origines divines, nos légionnaires adopteront dans la bataille l'ancien code d'honneur, combattre jusqu'au bout, sans accepter la défaite ou mourir. À l'heure du deuil de l'Union, une nouvelle alliance du cœur et du sabre nous impose de nous armer et de combattre. Une trahison des pouvoirs asservis nous demande de sceller le serment de l'honneur et du sang. La victoire vous appartient, légionnaires, car elle appartient toujours aux patriotes. Vive les samouraïs d'Europe! Vive le vent divin qui se lève! Le temps des étoiles éclaire votre courage de 1000 fleurs et de 1000 flammes. La légion des patriotes vaincra. Les dragons du ciel sont avec vous et dansent dans le tourbillon des comètes, la valse de l'infini et de la vie éternelle.